Bonjour, donc voilà une petite vidéo méthodologique consacrée à un point de méthode qui est sans doute la seule chose difficile à faire en histoire et en géographie, à savoir lorsqu'on analyse des documents, éviter la paraphrase. Donc j'ai fait appel aux personnes les plus sages et avisées de la galaxie pour préparer ce travail et je me base pour vous expliquer ce qu'est la paraphrase et comment ne pas en faire, sur la correction d'un travail donné récemment donc à mes classes de terminale STMG sur la Seconde Guerre mondiale et plus exactement donc la guerre d'anéantissement à l'Est. Alors voilà quel était le travail et deux documents, un texte sur la conférence de Wannsee et un dessin d'un prisonnier de Sonderkommando. Et les questions étaient pour la première, donc une présentation des documents, pour la deuxième, une question sur le sens du texte, et pour la troisième, une question à partir du dessin. Dans chacune des questions 2 et 3, il fallait répondre en faisant à la fois référence au document et en utilisant des connaissances. Et donc ce que je vais essayer de faire, c'est d'essayer de montrer vraiment dans le détail comment incorporer ces deux éléments dans vos réponses, donc référence aux documents et aux connaissances, en les distinguant clairement et sans faire de paraphrase. C'est parti. Donc pour la première question, elle a aussi son importance. C'est en général des questions qui peuvent ramener pas mal de points, mais encore faut-il savoir ce qu'on peut apporter quand on présente un document, parce que si vous vous dites que une question de présentation du document c'est quand même absolument simplissime, il suffit de recopier ce qu'il y a décrit sur les documents, a priori si ça n'a à ce point aucun intérêt, on ne vous demanderait pas de le faire. Donc j'avais précisé les choses qui m'intéressaient en particulier, l'auteur, la nature et le contexte. Alors il y a deux points sur lesquels il faut insister un peu, c'est l'auteur et le contexte. En général, la notion de contexte n'est pas forcément très bien comprise par tout le monde. Beaucoup d'élèves ont compris que le contexte c'était en gros le résumé du texte, alors qu'en fait c'est pas ça du tout. Le contexte c'est ce qu'il y a autour du texte, et du coup en histoire c'est en gros ce qu'il faut savoir de la période dans laquelle le document est sorti pour comprendre le document. Quant à l'auteur, ça c'est pas très difficile, mais simplement je veux insister sur le fait que la question c'était présenter l'auteur, et donc pour présenter quelqu'un, il suffit pas forcément de citer son nom. Par exemple, c'est pas la même chose que si je vous dis ah, voilà, je vous présente Jean-Luc, ou voilà, je vous présente Jean-Luc, c'est mon beau-frère, il est insupportable. Voilà. Dans les deux cas, il n'y a pas le même niveau de présentation. Allons-y, donc les documents, il y a donc des éléments autour des textes qui nous permettent de répondre. Il y a un titre, la conférence de Wannsee, il y a une date, 20 janvier 1942, une petite introduction qui nous dit que cette conférence réunit 15 hauts responsables du Troisième Reich. Initialement prévue en décembre, elle a été déplacée en raison de l'entrée en guerre des États-Unis. Donc en plus là on a un élément donc, de ce qui se passe au moment de la réunion. C'est précisément ça le contexte. Et ensuite, il y a la nature mémorandum envoyé par Eichmann après la réunion. C'est vrai que mémorandum est un texte et un terme pas très simple. C'était trouvable une fois qu'on avait lu le texte, où en fait on peut se rendre compte qu'un mémorandum c'est une note qui résume ce qui s'est dit dans la réunion, et que donc Eichmann, l'un des membres de la réunion, donc un haut responsable du Troisième Reich de l'Allemagne nazie, a probablement envoyé à son supérieur, c'est-à-dire Hitler. Quant au document B, alors c'est de toute autre nature, bien sûr, et puis surtout fait par, non pas un nazi, mais cette fois-ci une victime des nazis, qui se trouve être un dessinateur, et qui a été déporté à Auschwitz, où il a été incorporé dans un Sonderkommando, point qui avait été vu en classe. Genre, la définition du Sonderkommando a été vue en classe. Voilà donc comment on pouvait répondre. Donc je vais bien distinguer par des couleurs ce qui relève de l'auteur, de la présentation de l'auteur et de la présentation du contexte. Donc le document A est un rapport rédigé pour rendre compte d'une réunion de dirigeants nazis par Eichmann, l'un d'entre eux. Donc là j'ai présenté Eichmann.
Cette conférence a eu lieu le 20 janvier 1942, après l'entrée en guerre des États-Unis. Donc pourquoi c'est important de dire ça? Donc, lorsque les Allemands comprennent qu'ils risquent de perdre la guerre. Et vous voyez, ça c'est vraiment un élément de contexte très très pertinent, puisque en gros, les historiens ont établi que ce qui pousse les nazis à accélérer l'extermination des juifs, c'est la perspective que peut-être ils vont perdre la guerre. Et donc ils veulent mener à bien cet aspect idéologique de leur tragique destin, on va dire. En ce qui concerne le document B, le document B est un dessin réalisé après-guerre, donc tout simplement en 1946, souligné que c'est après la guerre, c'est un élément de contexte, par un ancien prisonnier à Auschwitz, l'artiste français David Holler, pour témoigner de son expérience du Sonderkommando, les prisonniers en charge de la gestion des chambres à gaz. Donc finalement, beaucoup de choses ici à dire sur l'auteur, un peu plus que sur le contexte. Mais bref, même sur une question comme la présentation, on peut introduire des éléments de réflexion personnelle. Ensuite, la question 2 était, en vous référant à quelques citations précises tirées du document A et à vos connaissances, expliquez quelles décisions sont prises lors de la conférence de Wannsee et commentez la manière dont les nazis s'expriment sur ce sujet. J'ai cherché par cette question à être le plus précis possible pour vous inciter à prélever des citations et à dire quelque chose de ces citations. Donc voilà comment il faut faire. On lit le texte intégralement et puis on procède d'abord à une sélection. C'est déjà un travail de réflexion, ça, sélectionner quelques passages qui nous aident à répondre. Et petit réflexe qu'il faudrait avoir, à chaque fois qu'on sélectionne quelque chose, il faut se demander en vrai qu'est-ce que ça veut dire. Donc vraiment être en train, déjà au moment où on sélectionne, d'être au moins dans sa tête en train d'expliquer les choses. Alors voici ce qu'il était recommandé de relever dans le document. Donc l'expression l'évacuation des juifs vers l'Est, ce qui est une manière nazie donc de parler de leur déportation vers la Pologne, dans les camps de la mort, dans les centres de mise à mort. La solution finale de la question juive en Europe, donc l'expression très célèbre des nazis pour désigner l'extermination des juifs. Et on avait vu en classe que cette manière de ne pas prononcer les mots extermination, c'est une manière un petit peu de camoufler la réalité en disant des choses assez banales, des mots comme solution, question, qui sont vraiment la manière nazie de présenter les choses. Environ 11 millions de juifs, donc ça révèle l'objectif de tuer tous les juifs en Europe. Être mobilisé pour le travail, et cela permettra une diminution naturelle substantielle de leur nombre. Ce sont des lignes dans lesquelles on doit comprendre que certains juifs vont être exploités jusqu'à la mort pour servir l'Allemagne, mais que l'objectif c'est bien de les tuer. Le traitement approprié pour la totalité de ceux qui resteront, donc là ça désigne la mise à mort, voilà, sans autre forme de procès. Beaucoup d'entre vous ont pris cette expression, donc c'est pour ça que je dis un mot dessus, le germe de nouvelle souche juive. Là où elle est intéressante, c'est qu'elle montre que les nazis justifient leurs crimes par une espèce de vision pratiquement médicale du problème, pour eux les juifs seraient un petit peu comme un virus qu'il faudrait exterminer. Voilà, c'est évidemment une horrible manière de voir les choses, mais c'était la réalité de l'idéologie des dirigeants nazis. Et puis, dernière chose, donc l'Europe sera passée au peigne fin d'ouest en est, qui désigne tout le processus de recensement, d'arrestation, de déportation des juifs, pour lequel d'autres acteurs, notamment des Français en France, des Polonais en Pologne, etc., ont participé. Et d'ailleurs, l'État français de l'époque, c'est vraiment un des points importants de la leçon qu'on avait vue. Donc en termes de réponses, alors je vais commencer par les réponses qui ne vont pas parce qu'elles ne respectent pas la méthode. Il y a deux manières de rater en fait. La première étant clairement la plus grave. Voici un exemple de réponse. Au cours de cette conférence, les décisions prises sont l'évacuation des Juifs vers l'Est, c'est-à-dire la solution finale de la question juive en Europe. 11 millions de Juifs vont être mobilisés pour le travail et d'autres auront un traitement approprié pour éviter d'être le germe d'une nouvelle souche juive.
Alors là, j'insiste beaucoup, c'est vraiment caricaturalement dans une réponse qui est très 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 mauvaise. Elle est très mauvaise parce qu'elle reprend les mots du texte sans guillemets en faisant comme si c'était les mots de l'élève qui répond. C'est catastrophique. C'est exactement ça qu'on appelle de la paraphrase. Et alors la paraphrase, évidemment, c'est pas bien grave, hein, ça se passe dans une salle de classe, c'est pas grave. Mais si vraiment on veut pousser la logique au bout, si vous faites de la paraphrase de propos nazis, eh bien vous avez parlé comme un nazi. Et donc non seulement je dois vous mettre une mauvaise note sur cet exercice-là, mais en plus je pourrais porter plainte pour apologie du nazisme. Évidemment, je dis quelque chose d'absurde là, mais c'est pour souligner ce qu'est la paraphrase, voilà, c'est-à-dire utiliser les mots des autres comme si c'était les siens, sauf que si les mots des autres sont mauvais, c'est catastrophique, et de toute façon, on doit faire la distinction entre les mots des autres et les siens. C'est une démarche d'honnêteté intellectuelle, on va dire. L'autre manière inappropriée de répondre, même si c'est moins problématique, c'est celle-là. Au cours de cette conférence, les décisions prises sont la déportation de tous les juifs d'Europe en Pologne pour les exterminer, soit par le travail, soit directement. Les nazis décident donc de déclencher le génocide des juifs, c'est-à-dire la destruction de tout un peuple. Ici, on n'a que des choses très très justes historiquement qui sont dites, des notions bien maîtrisées. Vraiment, il y a une très très bonne compréhension des choses. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de référence au document. Et l'analyse de document, on vous demande absolument de l'utiliser. En fait, il faut faire le lien entre le document que vous avez et ce que vous savez. Et si vous ne parlez pas du document, eh bien, vous n'avez pas démontré que vous avez compris le document. Donc, vous ne méritez pas tous les points accordés à la réponse. Donc finalement, vous l'avez compris, la seule très bonne réponse qu'on peut apporter est une réponse où mots du texte et propos personnels sont clairement présentés et surtout clairement distingués. La manière de distinguer ces deux éléments de discours, c'est les guillemets. Vraiment mettre les citations entre guillemets, c'est fondamental. Si vous ne le faites pas, vous faites de la paraphrase et à ce moment-là, sur votre copie, je vais marquer un gros, la lettre P en majuscule. Et pour plus de clarté, j'ai mis en rouge tout ce qui fait référence au document pour vous montrer un petit peu les types d'expressions, les types de solutions graphiques qu'on peut utiliser pour introduire des éléments du texte dans sa réponse. C'est vrai que c'est un petit peu technique. Allons-y. Au cours de cette conférence, les décisions prises sont la déportation de tous les juifs d'Europe en Pologne. Donc ça, des mots qui ne sont pas dans le texte, c'est les nôtres. Que les nazis désignent comme évacuation vers l'Est. Voilà une manière d'introduire la citation. Enfin, une petite citation. En parlant de traitement approprié, donc là le texte, il prévoit en réalité de les tuer tous, et si certains seront exploités au travail, cela sera aussi jusqu'à la mort. Et là, je fais référence au texte entre parenthèses, de manière un petit peu simple, en citant l'expression diminution substantielle de leur nombre. La décision est donc bien l'extermination planifiée de tous les juifs d'Europe, 11 millions, c'est-à-dire un génocide. Mais les nazis n'emploient jamais ce terme et parlent au contraire de solution finale de la question juive comme pour cacher et justifier leur acte. Donc voilà un modèle de réponse où méthodologiquement ça correspond tout à fait à ce qui est demandé. La paraphrase et l'utilisation des documents, ça existe aussi avec des documents qui ne sont pas des textes. Même si je dirais que le risque de paraphrase est moins dangereux avec les dessins, les graphiques ou les cartes. On va quand même dire un mot de cette dernière question en vous référant au document B et à vos connaissances, expliquer ce qui s'est passé à Auschwitz entre 1941 et 1945. Donc le document, c'était ce dessin-là, où on distingue clairement, voilà, si on connaît un petit peu l'histoire, c'est toujours pareil, une chambre à gaz au fond, des prisonniers de Sonderkommando qui sortent des cadavres de la chambre à gaz pour aller les brûler et sous la pression militaire exercée par un soldat allemand. Donc on a tous les éléments ici et pourtant je vais donner une réponse très caricaturale pour commencer. On pourrait imaginer une paraphrase avec ce dessin là. Ça serait une manière de le décrire qui ne ferait aucune référence à l'histoire et qui donc serait fausse
et vous allez voir que le texte est tout à fait ridicule et choquant, si je l'écris en paraphrase. Ça serait: on voit sur ce dessin que ce qui s'est passé à Auschwitz, c'est que des hommes maigres, chauves et torse nu ont sorti des femmes et des enfants d'une pièce où ils étaient entassés sous le regard d'un soldat. Si on a dit ça, on n'a rien dit, on n'a absolument rien dit de la réalité historique. C'est donc extrêmement mauvais, c'est de la paraphrase. Il est aussi possible de tomber dans l'erreur inverse de ne pas faire référence au dessin. Voici par exemple une réponse qui serait comme ça. À Auschwitz, plus d'1 million de juifs ont été tués, principalement dans les chambres à gaz. Leurs corps ont ensuite été brûlés dans des fours crématoires. Cette mise à mort était exécutée par les prisonniers des Sonderkommando sous la contrainte des SS. Donc ici, pas de référence au document. Ça serait ce qui vous serait reproché si vous répondez comme ça. Aussi, la seule bonne manière de répondre, c'est comme précédemment, c'est en mélangeant documents et propos personnels. Allons-y. À Auschwitz, des juifs ont été tués, principalement dans les chambres à gaz, comme celle représentée à droite. Leurs corps ont ensuite été brûlés dans des fours crématoires. Cette mise à mort était exécutée par les prisonniers des Sonderkommando sous la contrainte des SS. Le témoin David Holler, lui-même victime de cette contrainte, se représente ici en train de vider une chambre à gaz. Au total, plus d'1 million de juifs ont été tués à Auschwitz, dont des femmes et des enfants, comme le dessin le souligne. Donc encore une fois, tout ce qui est en rouge ici, c'est de la référence au document. Tout ce qui est en noir, c'est des connaissances. Et donc voici une réponse complète. Conclusion de ce point de méthode. 3 conseils. Inclure des citations et des documents et vos propres mots dans la réponse. Bien distinguer les deux éléments, notamment par des guillemets. Et enfin, toujours commenter et ou reformuler les citations choisies, de manière à ne pas se contenter des citations non plus. Si on se contente juste des citations, il ne suffit pas de mettre des guillemets pour que ce ne soit pas de la paraphrase. Vous pouvez très bien citer une phrase entre guillemets. Si vous ne faites que la citer, que vous ne dites rien dessus, vous ne prouvez pas que vous l'avez comprise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et en tout cas, je vous invite à la re-regarder à chaque fois que vous devez préparer un travail d'analyse de documents en histoire ou bien en géographie.